Selon la NASA, les sondes Voyager seront à court d'énergie en 2025. Cependant, elles ont largement dépassé les estimations initiales quant à leur durée de vie. Pour accomplir cet exploit de longévité, les équipes de la NASA les ont adaptées pour qu'elles puissent se concentrer sur les tâches prioritaires et continuer à renvoyer des données à la Terre. Malheureusement, les dernières données reçues de Voyager 1 semblent présenter des incohérences, le signe de la fin de cette aventure grandiose. Les deux sondes laisseront derrière elles l'héritage inestimable de plusieurs décennies de données interstellaires et marqueront à jamais l'histoire de l'exploration spatiale. Le concours Trouver BDF se poursuit. Écrivez-moi où vous l'avez trouvé à cette adresse. Laissez-moi un petit commentaire dans la description. Et vous courez la chance de gagner ce magnifique Starship. Je fais le tirage le mercredi. Après le Starship numéro 1 qui est rendu ou qui est en cours de route pour traverser l'océan Atlantique, c'est un peu plus long, parce qu'il est en direction de Ville-sur-Janioux en France. La semaine dernière, c'est Olivier Anctil de Saint-Donat qui a été le grand gagnant puis qui fait officiellement partie de l'almanach BDF qui est dans la description. Et cette semaine, qui sera le gagnant du Starship numéro 3? Mon nom est BDF et bienvenue dans l'actualité spatiale. Chauffe! Wow. C'est quoi, il se passe rien? Ben, tu m'avais dit d'arrêter de mettre des explosions, j'ai arrêté. Vous aimez ça? Voyager 1 transmet des données incohérentes. Est-ce que les sondes spatiales Voyager 1 et Voyager 2 seraient à la fin de leur vie? Actuellement, Voyager 1 et 2 se trouvent à environ 20 milliards de kilomètres de la Terre, 23,3 milliards pour Voyager 1 et 19,5 milliards pour Voyager 2. S'il faut près de 20 heures et demie à la lumière pour parcourir ces distances, il faut environ 2 jours pour envoyer un message aux sondes ou obtenir une réponse radio de la sonde. Depuis leur lancement en 1977, les sondes ont parcouru plus de distance qu'aucun autre engin spatial. Aujourd'hui, âgées de 45 ans, les sondes jumelles continuent de fonctionner, mais les équipes de la NASA ont détecté des problèmes majeurs concernant Voyager 1 qui marqueraient peut-être ses limites fonctionnelles. Elle reçoit et exécute encore des commandes envoyées depuis la Terre et collecte et envoie des données scientifiques. Par contre, les analyses du système d'articulation et de contrôle d'attitude, le AACS, ne reflètent pas ce qui se passe réellement à bord. L'AACS contrôle l'orientation de la sonde et maintient sa grande antenne radio pointée vers la Terre pour que l'on puisse recevoir les données. Bien que tout semble fonctionner normalement, les données télémétriques qu'il transmet ne sont pas valides et peuvent sembler être générées de manière aléatoire ou ne refléter aucun état possible dans lequel l'AACS pourrait se trouver. Avec ce genre de défaillance technique, la sonde aurait dû se mettre en mode sans échec et pourtant aucun système de protection ne s'est déclenché. De plus, le signal émis par Voyager 1 ne s'est pas affaibli, indiquant que l'antenne est toujours orientée vers la Terre. Selon la NASA, un mystère comme celui-ci est normal à ce stade de la mission. Les deux sondes sont allées tellement loin, bien plus loin que ce qui était initialement prévu. Sans compter que l'espace interstellaire est un environnement extrême à haut rayonnement dans lequel aucun autre vaisseau ne s'est jamais aventuré. Chacune des sondes perdrait environ 4 watts de puissance électrique par année, ce qui limite le nombre d'appareils qu'elles peuvent faire fonctionner. Les ingénieurs de la NASA doivent alors sélectionner des dispositifs à mettre en pause tels que les systèmes de chauffage afin de garder suffisamment d'énergie pour les collecteurs de données. Si les équipes de recherche n'identifient pas la source de l'anomalie, elles devront s'adapter en modifiant par exemple les logiciels ou en utilisant d'autres dispositifs à bord. Présentement, aucun dispositif scientifique n'a encore été éteint pour des économies d'énergie et les équipes d'ingénieurs tenteront de maintenir les sondes actives au-delà de 2025. Depuis son lancement en 1977, Voyager 1 a traversé la ceinture de Kuiper et les anneaux de glace de Saturne. Elle atteindra bientôt le nuage d'Oort, qui est un amas de débris stellaires entourant le système solaire. Puis ça, c'est particulier les BDF parce que malgré nos grandes découvertes à travers l'espace interstellaire, on ne connaît pas encore les véritables limites de notre propre système solaire. Wow!
En plus de la lumière qu'il émet, le Soleil possède une héliosphère, une sorte de bulle géante gonflée par des vents solaires chargés de milliards de particules. La taille réelle de l'héliosphère est encore inconnue, mais Voyager 1 aurait enregistré en 2004 des signaux qui pourraient peut-être indiquer sa limite. Les vents solaires devaient apparemment ralentir brusquement aux limites de la bulle héliosphérique, ce qui a été détecté par la sonde. Sa jumelle Voyager 2 aurait détecté les mêmes signaux en 2007. Par ailleurs, Voyager 1 a enregistré l'année dernière une augmentation du taux de rayons cosmiques provenant de l'espace interstellaire, suggérant que l'influence du champ magnétique du Soleil diminue. Selon la NASA, Voyager 1 ne franchira l'héliosphère qu'une fois qu'elle aura senti les lignes de son champ magnétique basculer. Une fois l'héliosphère franchie, Voyager 1 atteindra le nuage d'Oort, à moins qu'elle ne soit à court d'énergie avant d'y parvenir. Cette structure cosmique joue un rôle dans la taille de l'héliosphère en la comprimant juste assez pour que la Terre ne se retrouve pas à l'extérieur de la bulle protectrice. Ça nous empêcherait de vivre, ça. SpaceX a commencé à empiler la première tour de lancement en Floride. Moins de 6 mois après que la société a démarré les travaux sur une rampe de lancement située à quelques centaines de mètres des installations du pad LC-39A au Kennedy Space Center, une nouvelle tour de lancement massive a commencé à prendre forme. Une fois qu'elle atteindra sa hauteur finale, cette tour deviendra la deuxième plus haute structure liée aux fusées sur la côte Est après l'emblématique et immense bâtiment d'assemblage de véhicules, le VAB. Mais là, on le voit plus. Ah oui, mais là, qu'est-ce que c'est? Mais là, on le voit plus, man. C'est ça que je te dis. Pour les installations, SpaceX est confronté au défi d'organiser une opération de construction majeure sur l'un des sites de lancement les plus actifs et les plus importants des États-Unis, car au cours de la première moitié de 2022, le LC-39A est sur la bonne voie pour prendre en charge 10 lancements de Falcon 9, imposant des contraintes uniques à la construction du pad Starship adjacent. Dans une réponse partielle à ces défis, SpaceX a tiré les leçons de Starbase au Texas et a optimisé le processus d'assemblage d'un certain nombre de composants de pad pour limiter la quantité de travail qui devra être effectuée sur le pad lui-même. Donc en gros, ils essayent de finaliser les petits morceaux pour que quand la complexité est là, ils emmènent les petits morceaux sur le pad puis ils en font un énorme bloc. Les petits morceaux sont déjà installés. Peux-tu savoir pourquoi tu bouges tes doigts comme ça? J'aime ça, ouais. Pour la première tour de lancement au Texas, SpaceX et ses sous-traitants se sont déplacés rapidement et ont pris un peu plus de 3 mois après le début des travaux sur la première section préfabriquée pour empiler la structure sur toute sa hauteur d'environ 146 mètres. Chacune des 9 sections était essentiellement nue, cependant réduisant la quantité de travail de pré-empilement, mais compliquant et augmentant considérablement la quantité de travail de post-empilement nécessaire pour transformer la tour en quelque chose d'utile. En Floride, pour la première tour de lancement Starship, SpaceX a passé plus de 3 mois à assembler et à équiper méticuleusement les 6 premières des 9 sections de tours préfabriquées avant la première pile. Les sections que SpaceX a commencé à empiler le 21 juin ont déjà des garde-corps, des cages d'ascenseur, des portes, des passerelles, de la plomberie et bien plus. Beaucoup de composants ont été préinstallés, bien que chaque section et toute la plomberie et le matériel abrégé devront être connectés après chaque pile. Ce processus devrait être beaucoup plus simple et rapide que les méthodes utilisées dans le sud du Texas. Hors site, SpaceX fait également d'excellents progrès en assemblant le support de lancement orbital en forme de beignet du pad et des parties des 3 bras géants qui finiront par se fixer à la première tour de lancement de Starship en Floride. 2 pour soulever et attraper des fusées et un 3e pour stabiliser et ravitailler le Starship. Tout comme les segments de tour, il y a de fortes chances que ces composants en Floride soient plus proches de l'achèvement que leurs frères et sœurs au Texas lorsqu'ils se dirigeront finalement vers la rampe de lancement pour l'installation. De plus, la première tour de lancement de Starship en Floride pourrait atteindre sa pleine hauteur dans quelques mois à peine. Pour que la tour soit vraiment complète, SpaceX devra terminer et installer 3 bras et connecter l'un de ces bras aux réserves au sol de gaz et de propulseurs Starship situés au pad 39A. Parce que 39A n'a jamais eu besoin de méthane, puis ça c'est le carburant de choix de Starship. Cette étape nécessitera également l'installation et l'activation d'un nouveau parc de réservoirs et d'une plomberie capable de stocker, de sous-refroidir rapidement et de distribuer au moins 1000 tonnes de méthane liquide. Starbase Floride a fait beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup de travail avant de dire qu'on est prêt pour un premier lancement. On est bien mieux de surveiller le Texas, hein? Boca Chica!
Pourquoi l'énergie solaire peut s'avérer plus efficace que le nucléaire pour alimenter une mission vers Mars? Mars parle à l'imagination de nombreuses personnes en tant que cible d'exploration humaine. L'une des nombreuses questions à résoudre est de savoir comment alimenter une mission potentielle à la surface de la planète rouge. Des scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley ont publié un article affirmant que l'énergie solaire est une option viable par rapport au nucléaire, que beaucoup considéraient comme la meilleure source d'énergie jusqu'à présent. Ben, je te ferai remarquer que toi aussi, hein. C'est vrai. Dans leur étude, l'équipe a analysé plusieurs méthodes pour produire de l'énergie sur Mars. Ils ont basé leurs calculs sur les besoins en électricité d'un équipage de 6 personnes, y compris le poids de l'équipement qui devrait être transporté de la Terre à Mars. Bien que la production d'électricité d'un petit réacteur à fission nucléaire produira la même quantité d'énergie où qu'il soit placé, la puissance de sortie des alternatives solaires dépend fortement d'un grand nombre de variables telles que la lumière du soleil et la température superficielle. Les calculs étaient assez complexes car l'équipe devait prendre en compte les particules et les gaz qui interfèrent avec la diffusion et l'absorption de la lumière. En fin de compte, après avoir pesé les facteurs pertinents, un générateur photovoltaïque qui utilise de l'hydrogène comprimé pour le stockage de l'énergie est sorti vainqueur. Bien que l'avantage d'une solution d'énergie solaire diminue à mesure qu'elle s'éloigne de l'équateur, elle bat toujours la fission nucléaire sur environ la moitié de la surface de Mars. Si une future mission devait se situer près de l'équateur, l'énergie solaire serait la meilleure solution. D'autre part, le nucléaire devient une option plus viable si une mission devait se situer près des pôles. Et concernant le stockage de l'énergie excédentaire, les scientifiques penchent vers l'hydrogène car l'hydrogène peut également être utilisé pour créer de l'ammoniac pour les engrais lorsqu'il est combiné avec de l'azote. L'idée est que l'électricité excédentaire peut être utilisée pour générer de l'hydrogène à partir de l'eau, qui sera ensuite stocké dans des réservoirs sous pression à partir desquels l'énergie pourra être puisée ultérieurement à l'aide de piles à combustible. Et les études scientifiques comme ça, on aime ça parce que c'est génial pour les futures explorations vers Mars ou ailleurs. Mercure montre des cratères dans des images étonnantes prises par la sonde Bepi Colombo, puis ça c'est la sonde qui étudie la planète la plus près de notre Soleil. Le deuxième survol rapproché de Mercure par un vaisseau spatial jeudi le 23 juin a donné une série étonnante de gros plans des cratères et des régions volcaniques de la planète. La mission Bepi Colombo, un projet conjoint de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, JAXA, s'est approchée à seulement 200 km de la surface parsemée de cratères de Mercure. Alors que la vue la plus proche était celle du côté nocturne de la planète, les scientifiques ont déclaré que la mission fournissait toujours des informations précieuses sur les processus de formation de Mercure lorsque des régions à la lumière du jour apparaissaient. Les images montrent de beaux détails de Mercure, y compris l'un des cratères les plus impressionnants, Énée. Énée est intégré dans un ensemble de plaines volcaniques lisses et peut être situé à proximité d'un ancien volcan que Bepi Colombo prévoit examiner de plus près lorsqu'il s'installera finalement sur une orbite en 2025. Quelques minutes plus tard, le vaisseau spatial a repéré la plus grande caractéristique d'impact de la planète appelée bassin de Caloris. La zone de 1550 km comprend des laves durcies sur le sol. Les scientifiques pensent que les laves volcaniques dans et autour de Caloris sont postérieures à la formation du bassin lui-même d'environ 100 millions d'années. Les deux orbiteurs de Bepi Colombo sont empilés l'un sur l'autre à travers les différents survols planétaires du vaisseau spatial dans les années à venir. Dans cette configuration, seule une sélection d'instruments est disponible pour faire de la science. Cela dit, la mission a toujours été en mesure d'examiner les aspects magnétiques, plasmatiques et particulaires de Mercure dans des régions qui ne seront pas visibles depuis l'éventuelle orbite de Bepi Colombo. Le vaisseau spatial a encore 4 survols de Mercure prévus, le prochain ayant lieu dans environ 1 an. Au cours du mois prochain, la sonde sera à sa position la plus près du Soleil. Mercure est une planète difficile à atteindre car la gravité du Soleil accélère tout vaisseau spatial dans cette région. Bepi Colombo effectue des survols pour retirer l'énergie de la vitesse de sa trajectoire afin de conclure en toute sécurité sa mission en orbite. Bon, on va tasser un peu le Dragon de SpaceX pour parler de la fusée de la NASA, la SLS.
Les responsables de la NASA déclarent avoir terminé les tests du système de lancement spatial après une récente répétition du compte à rebours et sont prêts à passer aux préparatifs d'un lancement dès la fin août. Lors d'un briefing le 24 juin, les responsables de l'agence ont déclaré la campagne d'essai pour la SLS terminée après une 4e répétition générale humide Wet Dress Rehearsal du véhicule au complexe 39B 4 jours plus tôt. Ce test s'est arrêté à T29 secondes, environ 20 secondes plus tôt à cause d'une fuite dans une conduite de purge d'hydrogène. Mais malgré la coupure précoce, seules 13 des 128 fonctions commandées prévues n'ont pas été achevées avec succès pendant la phase terminale du compte à rebours. Et la plupart de ces 13 commandes avaient déjà été testées. Les autres fonctions non testées consistaient à couper l'alimentation électrique au sol avant de déconnecter les ombilicaux, une étape destinée à éviter d'enflammer d'éventuelles fuites d'hydrogène. La NASA prévoit de faire rouler la plateforme de lancement mobile transportant SLS vers le bâtiment d'assemblage de véhicules, le VAB, au début du 1er juillet si le temps le permet. Une fois de retour dans le VAB, les équipages passeront plusieurs semaines à préparer le véhicule pour retourner au pad pour le lancement d'Artemis 1. Par la suite, lors du retour au pad, si la fameuse fuite d'hydrogène persiste, parce que c'est un peu ça le gros problème, la fuite d'hydrogène. Mais la connexion se trouve dans une zone accessible depuis le pad permettant des réparations sans avoir à retourner au VAB. Le véhicule passera donc 6 à 8 semaines dans le VAB pour les réparations à déconnexion rapide et d'autres travaux finaux sur SLS et Orion. Cela suppose que le travail ne trouve pas de problème supplémentaire nécessitant plus de travail dans le bâtiment. Une fois que le SLS revient sur le pad, il faudra environ 10 à 14 jours pour la préparation au lancement. La fenêtre de tir s'étend donc du 23 août au 6 septembre avec aucune possibilité de lancement le 30 août, 31 août et 1er septembre. Et la fenêtre suivante s'ouvre le 19 septembre et fonctionnera jusqu'au 4 octobre. Faut être rapide. Et c'est parti avec les nouvelles de Twitter de la semaine. On commence avec un distributeur Starlink qui a été installé dans le canon du nez du navire 25 ou le ship 25, c'est une traduction. Le capuchon du banc d'essai structurel avait ses cordes attachées à la base et un capuchon arrière booster a été livré. Eh bien oui, comme ma vidéo d'il y a 2 semaines sur les pèses de SpaceX, eh bien on peut dire que ça se concrétise, les BDF. Ici, on a une réalité alternative, un échec de la tentative de capturer du booster. Ça pourrait ressembler à ça. On se croise les doigts pour le premier lancement Starship Super Heavy à Boca Chica. C'est pour bientôt. Oui! De superbes clichés des nouveaux ailerons de grille ou les grid fins sur le booster 7 de SpaceX. Et on se souvient que les grid fins, c'est ce qui va permettre d'orienter le booster à son retour. Donc, les grid fins sont ici. Mais avez-vous vu à quel point ils sont énormes? Dans ce tweet, c'est écrit « C'est le monde dans lequel nous vivons », puis on aime ça, oui, SpaceX, simplement rouler les plus grosses fusées jamais créées les unes après les autres. Juste pour quelques bons tests décontractés. Pas grave, c'est juste ça. On aime ça, c'est simple comme ça. Ici, j'ai bien ri, regardez-moi ça. Unite 3 Go One, c'est un chien robot de nouvelle génération qui peut atteindre une vitesse de 17 km/h avec des articulations adaptatives et un système de suivi latéral intelligent. Il s'agit d'un événement de test de masse dans une usine Unite 3. Tu sais, j'étais un gars bien curieux, j'ai cliqué sur le lien pour voir c'est quoi. Hey, on peut en acheter 2700 $ US puis vous avez votre petit chien robot. Je sais pas comment je l'appellerais. Shit dog. Et je termine avec un peu de nostalgie, les BDF. Le vaisseau spatial Cassini a effectué son 2e survol de Vénus en 1999. Cassini s'est approché à moins de 600 km de Vénus, obtenant l'accélération nécessaire pour atteindre Saturne à plus d'1 milliard de kilomètres. Son voyage complet de la Terre à Saturne a duré près de 7 ans. La mission Cassini, là, c'est une mission, mais extraordinaire. Il faut que je vous en parle un jour. Cassini. Et ça complète les actualités de Twitter. Désolé, de Twitter de la semaine. Et nous sommes rendus à la constellation de la semaine. Ouais, j'ai changé mon concept. La question de la semaine est devenue la constellation de la semaine. Ça va vous aider à lever les yeux au ciel et d'en apprendre un peu plus. Alors à chaque semaine, je vais vous faire un bref survol d'une constellation observable dans le ciel de l'hémisphère nord. Ça va nous donner envie de regarder le ciel. Mais c'est quoi une constellation?
Eh bien, une constellation, c'est le nom qu'on donne à un groupe d'étoiles. On leur donne des noms et des formes plus ou moins arbitraires, héritées de l'Antiquité pour la plupart. Bien que les étoiles qui forment une constellation semblent être proches les unes des autres, ce n'est en général pas le cas. Les étoiles sont tellement éloignées de nous que l'on perd toute idée de perspective. Plusieurs d'entre elles sont même pas des étoiles, mais des systèmes multiples et même des galaxies. Et cette semaine, je vais commencer avec la Grande Ourse ou Ursa Major. Ça, c'est en latin, Ursa Major. C'est une de mes préférées. La constellation de la Grande Ourse s'avère être la troisième plus grande de notre ciel par superficie. C'est 7 étoiles les plus brillantes. Dune, Merak, Fekda, Megrez, Aliot, Mizar et Alkeid sont observables toutes les nuits de l'année et ne se couchent jamais. La Grande Ourse permet également de retrouver l'étoile polaire. En prolongeant la droite qui passe entre les étoiles Merak et Dune, les 2 étoiles qui constituent le bord extérieur de la casserole et en reportant vers le nord 5 fois la longueur du segment qui unit ces 2 étoiles. Vous comprenez? 1, 2, 3, 4 et 5. À ne pas manquer les étoiles doubles Alcor et Mizar, les étoiles qui constituent le milieu des 3 autres formant le manche de la casserole que l'on peut repérer à l'œil nu. Plusieurs galaxies se trouvent dans la Grande Ourse, dont la paire M81, c'est l'une des plus brillantes galaxies du ciel, et M82 au-dessus de la tête de l'ours. La constellation contient environ 50 galaxies. Essayer de la trouver dans le ciel est tellement belle, c'est sûr que ça ressemble pas beaucoup à un ours, mais quand on poursuit le dessin, ouais, ça nous aide à comprendre, hein? La Grande Ourse, hein? Et ça complète l'actualité spatiale de cette semaine. Merci les BDF de suivre la chaîne du futur. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et je termine cette semaine avec cette histoire vraie. Oui. Un jour, un enfant rentre de l'école avec une lettre pour sa mère. Il lui dit « Mon enseignant a demandé que je te donne cette lettre à toi, uniquement à toi. » Sa mère ouvre alors la lettre, la lit silencieusement, puis déborde de larmes. Elle lit ensuite la lettre à son fils. « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas d'assez bons enseignants pour l'instruire. C'est pourquoi nous vous demandons de le faire vous-même. » La mère décide donc de tout prendre en charge. Plusieurs années plus tard, son fils devient un scientifique de renom. Il invente l'ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique, la caméra et bien plus. Un jour, après le décès de sa chère mère, il fouille dans les vieux souvenirs de famille et trouve une lettre pliée dans une boîte. Il s'agit de la lettre qu'il avait donnée à sa mère de la part de son enseignant et qui disait ceci. « Votre fils est un élève paresseux et déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. » Cet enfant, c'était Thomas Edison, l'un des plus grands scientifiques, c'est pas le plus talentueux même de l'époque. Il pleure pendant des heures et il ajoute ceci dans son journal. Thomas Edison était un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Voici un bel exemple de ce qui est appelé l'effet Pygmalion. À savoir que le regard que l'on porte sur un autre être humain influence sa réalité et son futur. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ses probabilités de succès. Y avez-vous pensé à celle-là? Nous connaissons cette histoire parce que Thomas a influencé le futur, mais combien d'histoires n'ont tout simplement pas été connues et sont arrivées? Je vous raconterai un jour l'histoire d'un des plus grands inventeurs que notre monde n'a jamais connu, Michael Faraday. Alors je termine cette semaine les BDF avec ma phrase préférée que je m'efforce de partager à chaque jour de ma vie. Je le fais avec vous aujourd'hui. Vous n'influencerez jamais le monde en essayant de lui ressembler. N'hésitez pas à foncer et à aimer la vie des BDF parce que le futur, il n'y a pas de doute, ça commence maintenant. Adios, amigos!